Nous sommes aujourd'hui lundi de Pâques et j'espère en tout cas que la fête de Pâques s'est très bien passée pour vous et ceux qui ont été baptisés hier. On vous souhaite en tout cas d'être des bons chrétiens et que Dieu vous accompagne tout au long de votre vie. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci de nous suivre. Alors cette semaine, on s'intéresse aux forgerons pour la rubrique à la découverte et aujourd'hui, vous aurez des témoignages concernant bien sûr donc les forgerons du Burkina. Aujourd'hui, on va recevoir Elhadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous à travers la revue de presse. Et plus tard, on recevra un professeur d'université. Il s'agit du professeur Sidiki Traoré qui est enseignant-chercheur. Et avec lui, on va parler de son parcours et surtout de ses écrits. Ça sera également tout à l'heure dans la rubrique Invité du jour. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous suivre. Merci de votre fidélité. Nous allons démarrer l'aventure avec la rubrique à la découverte 2. On y va pour le jingle. Et cette semaine, nous découvrons donc les forgerons du Burkina. Il faut dire qu'au Burkina Faso, il existe une soixantaine d'ethnies qui vivent ensemble en harmonie, bien sûr, depuis plusieurs siècles. Et parmi justement donc ces ethnies-là aussi, il y a des groupes socio-professionnels. Aujourd'hui, on peut décider donc de parler des forgerons, la caste des forgerons, pour la rubrique à la découverte 2. Et qui de mieux pour nous parler des forgerons que celui-là qui est forgeron né et qui pratique la forge. Il est conteur professionnel par ailleurs. Il s'agit bien sûr de Péremendé Gérard Ketga. Il s'agit donc bien sûr de KPG. KPG qu'on vous invite à écouter. Conteur professionnel et forgeron. Avec la parole, on te prononce une parole et cette personne meurt sur le champ. On te dit une parole et cette personne pique une diarrhée alors que la personne n'a pas mangé. On te donne une parole et la personne s'évanouit. Donc c'est-à-dire la force de la parole, c'est la maîtrise de cette parole-là qui permet, du feu de cette parole-là, qui permet aux forgerons de pouvoir en tout cas rétablir le lien par des procédés et par la technique qu'il a réservée à la famille. Et ce n'est pas tous les forgerons aussi qui le font. Hein. Ce n'est pas tous les forgerons qui savent séparer, alors intervenir en cas de problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des forgerons qui ne sont pas initiés. Il y a des forgerons qui sont initiés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le fer de la forge n'est plus au niveau de la forge. Le fer est allé maintenant dans les industries. Donc du coup, aujourd'hui, le forgeron a toujours gardé le côté philosophique et scientifique et symbolique même des choses, ça existe toujours. Mais comme nous sommes dans une société qui ne reconnaît pas souvent les valeurs traditionnelles, donc la forge aussi est là et la forge attend. Parce qu'on sait que aujourd'hui l'évolution du monde doit à la forge, parce que c'est la forge qui était au centre de toutes les innovations et toutes les inspirations, les créations, etc. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a ce qu'on appelle la hache de la foudre qui est là, qu'il faut déterrer pour établir l'harmonie. Soit on déterre la hache de la foudre pour établir l'harmonie, soit on éteint la force de la hache de la foudre et on n'a pas forcément besoin de l'éteindre. Il y a des forgerons qui sont capables de le faire, il y a d'autres qui viennent directement, qui déterrent la hache de la foudre. Et je vais quand même vous présenter cette hache-là qui est ici. Vous voyez? Et les haches, il y en a deux, il y a féminin et masculin. Donc du coup, ici, nous avons cette hache-là qui est ici, que je peux vous présenter. Donc c'est ça qu'on appelle la hache de la foudre. En moré, on appelle ça salari. Chaque fois quand il y a la foudre qui tombe, il y a toujours la hache de la foudre qui est quelque part. Et il y a certaines personnes qui sont initiées, je rappelle, qui sont capables de pouvoir déterrer cette hache de la foudre. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de séparer la foudre. Soit lorsque vous finissez de séparer la tension qui existe entre les protagonistes, vous revenez, vous déterrez la hache de la foudre pour dire que c'est fini. Ou alors vous éteignez la puissance de cette hache de la foudre là pour que, en fait, chaque fois quand il y a la foudre qui veut même descendre là-bas, c'est fini. Il arrive aussi par moment que lorsque la foudre tombe sur quelque chose, la foudre encercle par le feu de la foudre. Et quand c'est ça, la foudre peut encercler la maison ou peut encercler l'individu ou alors n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord éteindre ces feux-là avant d'atterrir, avant de pouvoir accéder. Et lorsque la foudre tombe par exemple sur
cet arbre-là, ou bien sur un individu, on arrive et avec, il faut séparer, il faut couper le feu en 3 parties. Une fois qu'on coupe le feu en 3 parties, en ce moment, on prend une porte et puis on entre pour pouvoir faire sortir les éléments qui sont à l'intérieur du cercle que la foudre a emprisonné. Donc maintenant, il y a aussi, lorsque ça tombe sur un arbre, la plupart du temps, on dit que cette fois-ci, tout le village doit utiliser ce feu-là pour préparer. Vous voyez, s'il s'agit d'un arbre ou s'il s'agit des choses. Et par exemple, quand la foudre tombe sur un arbre, par exemple, dans la société, tant que le forgeron ne met pas sa main, personne ne peut mettre sa main. Donc vous voyez, il y a tellement je résume un peu parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut raconter, mais voilà. Et c'est ça. Au-delà de séparer ces choses-là, qui sont physiques, il y a aussi au niveau de la société, quand il y a conflit, que ce soit au niveau familial, au niveau village, au niveau du royaume, lorsque on a épuisé toutes les voies de recours, de réconciliation, c'est là qu'on fait appel au forgeron et que le forgeron arrive et à travers son marteau, qui n'est pas un marteau qui condamne, mais un marteau qui réconcilie, un marteau qui tisse les liens. Avec ce marteau-là, il arrive à apaiser les tensions. Tout tournait autour de la création de l'activité de la forge. Et à chaque fois que le forgeron fabrique un élément, ça change même la façon, le comportement de l'univers. Et donc du coup, en plus, le fait de maîtriser le feu, c'est-à-dire que chaque fois que tu maîtrises le feu, chaque fois que tu fais sortir quelqu'un qui arrive à rentrer dans le feu et sortir du feu, c'est-à-dire qu'il acquiert du pouvoir. Il maîtrise des choses, des éléments, le mystère de la nature. Or, le monde est mystérieux. Ce qui fait la force du monde, c'est son mystère. Et si le mystère du monde disparaît, ça veut dire que le monde ne fait plus peur. Et le forgeron est en même temps celui qui est craint et aimé à la fois, à l'image du masque. Lorsque le masque sort, tout le monde aime, il regarde, mais lorsque le masque s'approche de la personne, les gens fuient. Donc c'est à peu près cette image-là. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de KPG. KPG qui est conteur professionnel et forgeron né également. Il est issu de la famille des forgerons. Il est lui-même forgeron et pratique la forge. KPG qui marche sur le feu avec son équipe lors de ses spectacles et festivals. Hein. On a vu sur les réseaux sociaux comment on a parlé de ça également. Mais il a dit qu'il faut être tout simplement initié. Pas besoin donc d'être un extraterrestre. Merci en tout cas pour ce témoignage. Alors, je m'excuse vraiment pour cette voix enrouillée auprès donc des téléspectateurs. Comme je le disais, hein, donc depuis vendredi, la voix est grippée, mais on espère en tout cas que ça va aller pour le mieux. Pour la suite, on va marquer une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer El Hadj Amadé Soro pour la revue de presse. Aujourd'hui étant férié, les journaux ne paraissent pas, donc il n'y aura pas l'actualité concernant bien sûr les unes des journaux. Mais l'actualité est toujours au rendez-vous et on en parle aujourd'hui avec El Hadj Amadé Soro qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Abdeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On va donc... pour la voir, oui, après nous allons voir nos parents présenter les peuls pour que nous avons un peu de lait pour que vous puissiez travailler la voix. D'accord. Ça va devenir. Dieu merci. Voilà. On sera dans l'attente d'une suite favorable. En attendant, on passe aux informations aujourd'hui. Comme je le disais, pas de journaux parce que c'est férié, mais l'information est toujours au rendez-vous sur Savane Média. Alors, on va parler encore de cette question de velléité de déstabilisation du pouvoir qui refait surface. Absolument, Abzeta. En l'absence d'un communiqué officiel qui situe l'opinion publique nationale et internationale sur ces velléités de déstabilisation, nous pouvons, en tant que journalistes, essayer donc de commenter ce qui se dit, et bien sûr, en attendant qu'il y ait une version officielle. Vous savez très bien que depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le 30 septembre 2022, on a assisté à plusieurs tentatives de déstabilisation du pouvoir. C'est là parce que le choix politique qui est fait par le capitaine Traoré et ses collègues, n'est pas un choix qui rencontre l'assentiment, n'est-ce pas,
certains partenaires, que ce soit au niveau donc continental ou au niveau international. Et cela s'explique effectivement par les différentes difficultés, les péripéties qu'ont connu, n'est-ce pas, qu'a connu ce parcours du capitaine Ibrahim Traoré. Et jusqu'à aujourd'hui, cela continue. Vous savez très bien qu'il n'y a pas très longtemps, le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana, avait fait une sortie médiatique où effectivement il avait apporté en détail le complot qui était ourdi avec l'appui de personnes externes du Burkina Faso et qu'il avait terminé, n'est-ce pas, sa sortie, son discours par le terme la récréation est terminée. Et pour ces personnes-là, la récréation n'est pas terminée puisque ces personnes-là continuent toujours de vouloir remettre en cause ce qui est mis en place actuellement sous le régime du MPSRD, qui est donc venu pour recadrer, rectifier effectivement ce qui avait été entrepris en janvier 2022. Ici, nous sommes face à deux situations. La première situation est celle d'une catégorie de Burkinabés qui a compris qu'il faut effectivement aller de l'avant, qu'il faut être courageux dans la prise des décisions politiques, qu'il faut également implémenter, donc mobiliser l'ensemble de la population, l'ensemble du peuple burkinabé pour les trois objectifs principaux suivants. Donc la lutte contre le terrorisme, l'installation des personnes déplacées internes et le développement du pays. Alors, si effectivement ces points arrivent à être concrétisés par l'équipe en place, cela voudra donc dire que le Burkina Faso va faire un pas de géant donc dans la construction de sa nation et dans l'affirmation, bien sûr, de son identité à l'échelle continentale, à l'échelle internationale. D'autant plus que cela se fait en symbiose avec les deux autres membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et que finalement, si cette aventure-là perdurait, non seulement elle va contribuer à asseoir une véritable politique nationale de développement, de prospérité, mais aussi va faire tache d'huile dans beaucoup d'autres endroits du continent africain. Or, si les peuples africains qui sont habitués à être relégués au second plan, à être réduits en simples consommateurs, si ces pays-là arrivent à s'affirmer, à créer des industries, à développer une économie résiliente, une économie capable donc de faire face aux chocs exogènes, en ces moments, cela va constituer un coup dur pour ceux qui étaient habitués naturellement à nous vendre, à nous déverser leurs marchandises et leurs produits. Donc c'est une bataille existentielle, une question donc de vie ou de mort. Cela ne doit pas effectivement nous décourager. Au contraire, cela doit nous galvaniser et de nous souder, de nous ressouder et de travailler vraiment à ce que les idéaux qui sont promus, qui sont donc promulgués par l'équipe dirigeante du Burkina Faso soient atteints et que cela puisse contribuer à asseoir une bonne, à asseoir en tout cas les bases d'une vie honorable pour les Burkinabés. Mais pourquoi cette énième tentative? Parce que ce n'est pas la première fois. Absolument, la question est essentielle. Pourquoi cette énième tentative? C'est comme je l'ai dit dans mes propos, parce que le choix qui est fait par le capitaine Ibrahim Traoré est un choix qui s'est matérialisé par un changement radical donc vis-à-vis de certains partenaires traditionnels. Vous savez très bien qu'en 2023, en février 2023, le capitaine Ibrahim Traoré a dénoncé les accords de coopération militaire qui liaient le Burkina Faso à la France, a réorganisé, n'est-ce pas, l'armée burkinabé en créant les différents BIR, en essaie aussi d'organiser un peu l'administration publique à travers l'adoption de nouveaux textes qui encadrent le travail, n'est-ce pas, de la fonction publique, en adoptant de nouvelles mesures, ou du moins en faisant adopter de nouvelles réformes constitutionnelles, en mettant au centre, n'est-ce pas, de l'action publique burkinabé la contribution des coutumiers, des religieux, des femmes, des jeunes, pour que nous puissions savoir que dorénavant, nous sommes donc
dans une nouvelle phase de notre prise en main, de la prise en main de notre destin. Et cela s'est matérialisé récemment par la déclaration ou la proclamation officielle de la révolution progressiste et populaire. Donc désormais, c'est ça qui doit effectivement guider les différentes actions de l'exécutif au niveau du Burkina Faso. Et nous avons, même avant cette proclamation officielle, nous voyons déjà sur le terrain et ce qui est fait en termes, n'est-ce pas, d'équipement des forces de défense et de sécurité, du secteur de la santé, du secteur, n'est-ce pas, des infrastructures, et du secteur de l'agriculture et les différentes initiatives présidentielles qui ont été lancées et qui ont pour objectif effectivement de faire du Burkina Faso un véritable État-nation qui prend en compte la diversité de la composition de ses citoyens, mais aussi qui a une projection vers l'avenir. Parce que, comme vous le savez très bien, un pays, un État ne peut pas vivre en autarcie. Il faut qu'il y ait au niveau donc national des bases solides, mais aussi avoir une projection vers l'extérieur. C'est pourquoi l'alliance avec les deux autres pays de l'AES est une trouvaille qui va concourir à concrétiser cette vision-là, mais aussi la participation à des forats, à des rencontres internationales. Tout ça, ça montre que le Burkina Faso a décidé donc de prendre en main son destin et de collaborer, de diversifier ses partenariats et de finalement souhaiter la bienvenue à toute personne, comme l'a dit récemment le capitaine Traoré, à collaborer avec toute personne qui vient avec un esprit donc d'égalité, avec un esprit donc de respect mutuel. C'est dans ce sens-là que nous pouvons effectivement accueillir donc les partenaires de bonne foi. Et alors cette vision-là n'est pas conforme à ce que certains souhaitent, parce que pour eux, pour pouvoir gagner ce qu'ils veulent gagner, il faut que le pays-là soit mis sous domination étrangère, il faut qu'eux puissent profiter, n'est-ce pas, des retombées de leur collaboration, entre parenthèses, incestueuse avec ces personnes-là, même si l'ensemble de la population, même si la grande partie de la population ne tire aucun profit de cela. Donc c'est vraiment dommage qu'il y ait en tout cas des Burkinabés qui s'inscrivent dans cette logique-là, parce que quelle que soit la force des acteurs externes, si ces derniers ne s'appuient pas sur des relais locaux, il est difficile de pouvoir en tout cas avoir gain de cause. Donc c'est l'occasion de vraiment réitérer un appel à l'ensemble des Burkinabés pour qu'ils puissent vraiment revoir les copies par rapport à cette question. Alors, et face aux déstabilisateurs, ça devrait être quoi la réaction des autres Burkinabés? Moi, je pense que la réaction peut être située à trois niveaux. D'abord, au niveau citoyen, on doit renforcer ce qu'on appelle la vigilance au niveau citoyen. Et cette vigilance-là doit nous amener à identifier, n'est-ce pas, les traîtres, pour ainsi dire, ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans cette nouvelle dynamique, et les dénoncer, n'est-ce pas, ces personnes-là, les saboteurs, ceux qui ne veulent pas que le Burkina Faso aille de l'avant. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi de travailler à renforcer la solidarité nationale. C'est là donc pour ne pas céder à la division, parce que ce qui va rendre service à ces comploteurs-là, à ces déstabilisateurs externes ou internes, c'est de pouvoir s'aimer la zizanie, c'est de pouvoir créer la division entre les Burkinabés. Or, si on met en avant effectivement cette solidarité légendaire des Burkinabés, nous sommes plus d'une soixantaine d'ethnies, et que cela ne doit pas nous empêcher de nous identifier en tant que Burkinabés. Parce que ce qui compte pour une nation, c'est l'appartenance à la nation. Ce ne sont pas les différences ethniques ou confessionnelles. Tout cela, ça ne peut pas arranger. Ce qui peut donc arranger, c'est donc de nous identifier en tant que Burkinabés qui avons donc nous avons un objectif commun, nous avons un destin commun, celui de débarrasser notre pays du terrorisme et celui de travailler pour asseoir sa prospérité économique, politique, etc. Et le troisième aspect, c'est aussi la détermination politique. Il faut qu'au niveau politique, on sent cette détermination à poursuivre, n'est-ce pas, ces réformes. Et ne pas dire que voilà, il y a des déstabilisateurs, il y a des saboteurs, et n'est-ce pas, baisser les bras. Il faut poursuivre effectivement
ces réformes-là, il faut consolider les institutions, il faut faire en sorte que le Burkina Faso, au sortir de ces calamités-là, donc notamment le terrorisme, puisse être un État fort, intègre, prospère, un État qui qui inscrit en lettres d'or la prospérité et le développement de ses citoyens, de ses fils, de ses filles. Merci beaucoup, Elhaj, pour ces analyses. Merci. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo du jour. Et pour ce matin, nous sommes avec le professeur Sidiki Traoré. Il est ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo et précisément professeur titulaire de grammaire et stylistique française à l'université Joseph Kizerbo. Professeur, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Et merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir sur notre plateau. Donc, vous avez en face de vous une de vos anciennes étudiantes. Donc, tout le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, professeur. Alors, pour revenir à votre parcours académique, il faut dire que c'est un parcours qui nous montre que vous avez été d'abord jeune docteur et aujourd'hui encore jeune professeur titulaire de grammaire et stylistique parmi en tout cas la plupart des anciens chercheurs à l'université Joseph Kizerbo. Quelle est votre stratégie pour toujours être jeune diplômé et jeune en grade aussi? Merci de me donner l'occasion de parler un peu de mes activités professionnelles essentiellement à l'université. Alors, la question que vous me posez donc sur le secret donc du grade que j'ai donc atteint, celui de professeur titulaire, je dirais que c'est le travail. Il n'y a pas d'autre secret en dehors du travail. Le travail acharné et continue. Mais vous êtes passionné aussi de ce que vous faites? Oui, tout à fait. Si on n'est pas passionné d'une activité, je pense qu'il ne faut pas, cela ne vaut pas la peine de l'embrasser. Parce qu'en ce moment, on fera mal cette activité et en plus, ceux qui doivent bénéficier donc du résultat de notre travail seront au final très mal formés. Donc je pense que la passion pour l'activité d'enseignant-chercheur, notamment de lettres, a d'abord été une passion pour moi. Et c'est cela, cette passion-là couplée donc au travail acharné qui explique le niveau auquel je suis aujourd'hui. Le travail acharné, et je note bien ça, et je note aussi que vous êtes une personne qui promeut l'excellence, parce que je me rappelle bien des réponses que vous apportez souvent aux étudiants qui parlent de rachat. Vous avez l'habitude de répondre qu'un étudiant ne devrait pas chercher à être racheté, parce que le bon étudiant pour vous, c'est celui qui commence à avoir 12 de moyenne, pas celui qui a 10 même, n'en parlons pas de 9, et qui parle de rachat. Oui. Non, mais je pense que cela va de soi, hein. Bon, les rachats, ça peut toujours arriver. Mais de là à exulter quand on valide l'année après avoir été racheté, cela ne devrait pas arriver. Le rachat devrait être peut-être plutôt une honte. À défaut, au moins, quand on est racheté, on doit être discret. Voilà, parce que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de valider son année avec au moins une assez bonne mention qui prouve que vous méritez effectivement le diplôme que vous avez obtenu. Alors, on parlait de votre grade tout à l'heure, et si ma mémoire est bonne, il me semble qu'au niveau de votre département, et je vais parler donc du département de lettres modernes, vous avez été celui-là, le jeune donc professeur, ou sinon le seul qui est arrivé à ce grade assez jeune. Bon, si vous posez les problèmes comme ça, ça peut paraître un peu prétentieux de ma part de me laisser aller dans cette façon de présenter les choses, parce que ailleurs, dans d'autres universités du pays, vous avez des gens qui sont passés professeurs titulaires, voilà, plus jeunes que moi. Alors, quand vous parlez de mon département, c'est juste. Mais je pense que c'est une question aussi d'opportunité. Il y a des gens qui seraient certainement passés professeurs titulaires avant moi, ou en tout cas avant la quarantaine, s'ils avaient eu l'occasion de faire des études doctorales là. Et donc, il s'est trouvé que moi, sitôt que j'ai fini le DEA, donc sitôt que j'ai fini la maîtrise, donc on venait d'ouvrir les études doctorales, le DEA et puis le doctorat donc en lettres modernes.
Donc, je n'ai pas perdu de temps, contrairement à certains de mes prédécesseurs, donc, qui ont dû attendre des années, donc, avant de revenir pour donc s'inscrire en thèse. Voilà. Donc, la continuité oui, aussi. la continuité, ça compte. Maintenant, quand vous voulez poser les questions, en parlant du grade, j'ai eu le grade très tôt, mais facilement on tombe dans le carriérisme. Et puis ça, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que qu'on soit professeur titulaire à 62 ans ou à 41 ans, cela devrait importer peu. Ce qui importe, c'est quelles sont les traces que vous avez laissées, qu'est-ce que vous avez apporté, voilà, dans votre domaine. Certains ont été instituteurs, ensuite professeurs des lycées et collèges, avant de se retrouver à l'université. Et pourquoi ils ont traîné? Parce qu'en son temps, il n'y avait pas d'études doctorales. Donc, je ne voudrais pas qu'on méprise ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas eu la même chance que nous. Les conditions pouvaient... Voilà. On peut dire que les conditions n'étaient pas... Voilà, mais je suis d'accord, quand vous voulez, vous avez en face de vous un intellectuel, un professeur d'université qui a atteint le sommet de la hiérarchie universitaire. Il faut orienter les questions vers ce qu'il a laissé comme trace, ce qu'il a formé pour assurer la relève, ses productions scientifiques, les résultats de ses recherches. Donc, sans trop mettre en avant l'âge auquel il est devenu professeur titulaire. D'accord. De toute façon, on allait y venir. Bon, en tout cas, c'est ma façon de voir. On allait y venir. Et parlant justement de relève, est-ce qu'aujourd'hui, vous contribuez à la formation justement de la relève pour ce qui concerne bien sûr, par exemple, la grammaire? Oui, tout à fait. Alors, je précise que j'ai une double casquette. Je suis, donc, ma spécialité ou mes spécialités, c'est la grammaire et la stylistique. C'est vrai, d'une certaine manière, la stylistique peut être considérée comme le prolongement logique de la grammaire. Et donc, dans ces domaines-là, effectivement, j'ai formé quand même pas mal d'étudiants, d'abord en maîtrise, en master et puis en thèse. Alors, peut-être le dernier niveau, les jeunes docteurs que j'ai formés, donc je pense qu'il y en a 5 à 6 que j'ai déjà formés depuis que je suis passé donc maître de conférence en 2019. Et parmi ces jeunes docteurs, 2 sont déjà recrutés dans des institutions d'enseignement supérieur public, dont le docteur Salif Gibila, qui est assistant présentement à l'école polytechnique de Ouagadougou, et le docteur Do-Yves, qui vient d'être recruté à l'université de Bouaké, en Côte d'Ivoire. Lui, c'est un Ivoirien qui est venu faire sa thèse de doctorat avec moi. Et puis, bien sûr, il y a d'autres jeunes qui viennent de soutenir leur thèse de doctorat, sans oublier les autres que je continue d'encadrer. Voilà, donc la relève est assurée. Voilà, et je profite pour dire qu'un enseignant d'université ne devrait pas se vanter de son titre. Voilà, je suis le seul dans ceci, je suis le seul dans cela jusqu'à votre retraite. Si vous êtes le seul dans votre discipline et qu'à votre retraite, vous n'avez pas pu former des docteurs dans votre spécialité, je le dis sans langue de bois, c'est que vous avez été inutile parce que vous ne pouvez pas être considéré comme un modèle. Une société ne devrait pas pouvoir compter sur un tel enseignant pour se développer, pour développer la recherche, la science, la technologie. Alors, on va faire ce qu'on appelle peut-être un bilan mi-parcours parce que vous continuez d'enseigner. Mais justement, on a vu à ce que vous avez pu apporter dans ce département-là. Alors, est-ce qu'il y a quand même ces réussites dont vous êtes fiers? Oui, d'abord au plan administratif, j'ai été chef du département de l'aide moderne entre 2016 et 2019. Et à un moment où le retard était vraiment très creusé à l'université, mais mon passage au département de l'aide moderne, pour ceux qui m'ont connu à ce poste-là, a été exceptionnel parce que j'avais réussi quasiment à résorber le retard donc, qui à un moment donné caractérisait quasiment toutes les filières de l'université. Et donc après, j'ai passé le relais à d'autres collègues et puis je suis allé... Et je suis point focal de la cellule interne d'assurance qualité, donc pour le compte de l'école doctorale des lettres des sciences humaines de la communication, et aujourd'hui responsable du laboratoire langue, discours et pratiques artistiques. Et ça, c'est du point de vue administratif. Maintenant, du point de vue de la recherche, évidemment, j'ai plusieurs publications à mon actif. Bon, le nombre d'articles là, minimum une vingtaine,
Okay. Voilà. Et à côté, il y a les ouvrages. Oui, à côté aussi, il y a les ouvrages. Je pense que j'ai 8 ouvrages que j'ai publiés, dont 6 en auteur unique et 2 en copublication. L'un avec un collègue de l'université Norbert, de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, le collègue Adamou Kantagba, et l'autre avec un collègue aussi de l'université Joseph Kizerbo, mais du département d'histoire, donc Yacouba Banro. Ok. Voilà ce que je peux dire pour mes recherches. Ah oui. Voilà. Donc, des ouvrages, des articles scientifiques, et à côté de ça, bien sûr, il y a l'enseignement qui continue. C'est ça. Comment vous faites pour allier tout ça? Mais il faut être organisé, il faut être gros travailleur et puis il faut être ordonné. Et puis ne pas perdre de vue ce pourquoi vous êtes arrivé à l'université, à savoir la formation donc, des futurs cadres du pays, en étant un modèle dans votre domaine. Et j'aime à le dire aux étudiants, aujourd'hui, beaucoup, le langage à la mode, non à l'impérialisme, etc. C'est très bien, personne ne veut que son pays soit gouverné de l'extérieur par des puissances impérialistes. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire chacun à ce qui nous concerne? Si on rejette tant l'impérialisme, eh bien, il ne faudrait pas que l'impérialisme se retrouve encore dans nos bibliothèques. Si on est professeur d'université, on a les mêmes grades que certains de nos collègues de l'Occident. Il ne faudrait pas que, quand on a dans nos bibliothèques là, que tous les ouvrages qu'on trouve, qu'on utilise pour nos cours là, soient écrits par des collègues occidentaux, donc impérialistes. Je pense que c'est un devoir qui nous interpelle et qui doit nous pousser en tant que professeur d'université, donc à publier le maximum d'ouvrages pour affirmer notre souveraineté intellectuelle scientifique. Voilà. Alors, ensemble, on va découvrir justement vos ouvrages. Donc, on va regarder les images donc, de ces ouvrages-là et vous allez nous dire de quoi vous parlez. Okay. On a par exemple le premier qui est affiché, c'est écrit Grammaire normative du français moderne. C'est ça, voilà. C'est celui-là. Bon, donc, ça, c'est la deuxième édition, donc c'est 2022, la première édition datant de 2018. Là, c'est un ouvrage, effectivement, qui explique les principales règles, nuances et subtilités de la langue française, mais pas uniquement. Et il y a une deuxième partie dans l'ouvrage qui porte sur voilà, un certain nombre d'écrits, des écrits littéraires, scientifiques de notre sous-région, avec les différents manquements à la langue, donc expliqués et puis repris. Donc je pense que la spécificité de ce livre, ce n'est pas simplement théorique. Vous allez trouver dans des textes que j'ai repris chez certains écrivains qui ne sont pas tout à fait performants du point de vue de la maîtrise de la langue et du style. Et je reprends en expliquant les insuffisances et en proposant au final, voilà, un corrigé de ce que ça devrait être. Donc il y a un côté critique, carrément. Oui, un côté critique et utilitaire aussi. Ah, d'accord. Voilà. Oui. On passe au second. Ok. Bien parler et bien écrire. Oui. Donc, bien parler, bien écrire, communication et stratégie, grammaire et style. Et là aussi, c'est la deuxième édition, donc 2022, d'un ouvrage qui avait été publié en 2012 sous le titre Bien parler, bien écrire, technique de communication et de rhétorique. Alors, la spécificité de ce livre, c'est qu'il va de la grammaire au style et du style à la communication en embrassant différents domaines, donc de la production écrite dans les textes journalistiques, les textes religieux, les textes syndicaux, politiques, littéraires, argotiques, etc. Donc tous les domaines de l'activité aujourd'hui, on produit des textes précis, donc ils sont pris en compte avec les différentes techniques pour réussir ces types de textes-là. D'accord. Voilà. Le suivant. Voilà. C'est celui-là, Ok. morphosyntaxe du français. Voilà. Morphosyntaxe du français, analyse grammaticale et logique, transformation de la phrase. Ça, c'est publié aux éditions Mercury, et donc 2022. Là, c'est un ouvrage qui traite de la description de la langue française. Et j'aime utiliser cette image-là pour qui veut pouvoir articuler, désarticuler et réarticuler toute phrase française. Ça, c'est l'ouvrage qu'il devrait utiliser comme livre de chevet. Voilà.
Nous continuons notre entretien avec le professeur Sidiki Traoré. Je rappelle qu'il est professeur titulaire de grammaire et stylistique française à l'université Joseph Kizerbo. Alors, professeur, on a découvert ensemble vos écrits. C'est qui votre cible? Vous écrivez pour qui? Bien, j'écris prioritairement pour les étudiants et les enseignants chercheurs de lettres. Voilà. Et dans une certaine mesure aussi pour les praticiens donc de littérature, les écrivains, notamment en herbe, qui voudraient savoir peut-être les techniques pour produire des œuvres originales, pleines de talent, de génie, de créativité. Donc voici donc le public que je cible à travers mes ouvrages. Et quels sont les aspects particuliers donc, de la langue que vous abordez dans la plupart de vos écrits? Alors, il y a deux aspects. Il y a d'un côté la grammaire, c'est-à-dire la correction de la langue, et d'un autre côté le style, à savoir la créativité, le génie, l'originalité dans les arts basés sur l'utilisation de la langue, dont ces arts-là étant la littérature. Donc savoir dire les choses. Savoir dire comment pouvoir écrire par exemple une nouvelle, un recueil de poésie, une pièce de théâtre, un roman, qui soit vraiment original par sa façon d'utiliser la langue. Ça, c'est un autre aspect que j'aborde beaucoup. On sait que vous êtes aussi regardant, que ce soit donc, en accompagnant donc, des thèses de mémoire ou sinon même en classe, vous êtes très regardant en ce qui concerne les fautes de grammaire, bien sûr, les fautes en général. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau peut-être des fautes des étudiants? Ah ben là, de ma petite expérience, 20 ans que j'enseigne à l'université depuis 2005, le constat est amer, hein, c'est que de 2005 à aujourd'hui, le niveau des étudiants, en tout cas de lettres que je connais, c'est littéralement effondré. Oui, là, vous avez de plus en plus d'étudiants qui arrivent jusqu'en licence sans avoir lu une seule œuvre littéraire, qui sont incapables de produire un paragraphe dans un français correct, exempt de maladresse et d'incorrection grammaticale. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui et je le dis sans aucune gêne. Hein. C'est la réalité. Oui. C'est la réalité. Oui. Tous ces ouvrages dont on parlait tout à l'heure, vos ouvrages, on peut les trouver où? Bien, mes ouvrages se trouvent à la librairie universitaire, donc sur le campus de Zogona. Et aussi, pour certains, à la librairie Jeunesse d'Afrique, donc au centre-ville, tout près de la cathédrale là, et à la librairie Mercury, donc à la ZAD, à côté de la gare Elitis. Alors, professeur, on vous sait également, en fait, vous êtes également responsable du laboratoire l'ADIPA, donc langue, discours et pratique artistique au sein de l'école doctorale Lettres, Sciences humaines et communication à l'université Joseph Kizerbo. C'est un laboratoire qui produit assez de docteurs. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement la production de plusieurs thèses de doctorat depuis un certain temps dans ce laboratoire? Je pense que ce n'est pas dû au fait que nous travaillons plus que les autres, mais je pense que la spécificité de notre laboratoire, c'est qu'il comporte beaucoup d'enseignants-chercheurs de rang A, c'est-à-dire des maîtres de conférences et des professeurs titulaires. Okay. Et donc, plus il y a d'encadreurs potentiels, et donc plus vous avez la possibilité de recruter de nombreux candidats au doctorat, et de ce nombre élevé de candidats au départ, au bout de quelques années, vous avez en termes de résultats quelques docteurs qui sont formés. Parce que nous sommes au minimum entre 10 et 12 professeurs de rang A, maîtres de conférences et professeurs titulaires au sein du laboratoire. Et donc, parmi eux, vous avez des grammairiens stylisticiens, moi, Kouenou, Virginie, donc voilà, Karanzoué, des sémioticiens, le collègue Noël Sanou, donc Valentine Palme, Somda Tadé, et bon, des spécialistes de littérature orale, le docteur Zungurana Moumouni, Sangaré Ignaz, Bourou Boukari, donc des spécialistes des industries créatives comme le docteur
Jacob Yarabatou. Là, donc ça fait un grand nombre d'encadreurs potentiels et c'est ce qui explique que nous ayons au final un grand nombre de docteurs qui sortent chaque année de notre laboratoire. On sait que vous êtes très rigoureux aussi en ce qui concerne l'encadrement des étudiants pour leur mémoire. Qu'est-ce qu'on constate généralement? Et de plus en plus, ce que je constate, c'est que beaucoup d'étudiants viennent pour faire des études de master ou de doctorat sans se mettre en tête que cela demande qu'on soit très brillant au départ et cela attend de très gros sacrifices en termes d'investissement dans le travail. Mais les jeunes viennent et avec un certain esprit de paresse, de tricherie, ils se disent peu importe ce que je vais fournir comme travail, si je peux utiliser des méthodes plus ou moins malhonnêtes pour réussir, bon, c'est cela. Et c'est pas un grand honneur de le dire ici sur ce plateau, mais dans mon laboratoire, on a eu malheureusement certains cas de thèse de doctorat qui ont fait l'objet donc de plagiat, donc de remise en cause de la part de certains instructeurs. Bon, et donc moi qui suis le premier responsable, je ne peux pas m'amuser à ce jeu. C'est pourquoi si je prends un étudiant, à commencer par ceux-là que j'encadre, qui s'adonnent à ces pratiques malsaines, alors là tout de suite j'arrête. Et quand il envoie son dossier l'année qui suit pour le renouvellement de son inscription, moi je mets avis défavorable. Il y a des étudiants qui ont pleuré dans mon bureau parce que j'ai dit non, là tu t'arrêtes parce que bon, ce que tu as fait, c'est un plagiat en perspective. Donc dis au revoir et va. Voilà, donc je le dis ici, si vous venez, vraiment il faut avoir en tête de faire un travail qui vous appartienne en propre, un travail qui n'est pas une forme de plagiat d'un travail déjà existant. Mais un travail aussi de qualité, de recherche. Un travail, bien sûr. Quelles sont les exigences que vous vous soumettez aux étudiants quand vous décidez de les accompagner, surtout les étudiants que vous accompagnez? Bon, pour les étudiants que j'encadre personnellement, il y a des sujets qui m'intéressent. Si un sujet ne m'intéresse pas trop, je peux orienter l'étudiant vers un autre collègue. Ou si le sujet n'est même pas pertinent ou n'est pas vraiment utile, si je peux ainsi dire, je recommande à l'étudiant d'arrêter ou de trouver un autre thème. Maintenant, il se trouve que bon, d'autres collègues, au sein du laboratoire, il y a d'autres sujets qui viennent. Et généralement, on recueille l'ensemble des projets des futurs candidats au doctorat et ces projets-là sont examinés par l'ensemble des encadreurs, au moins la douzaine, et on retient donc les meilleurs. C'est le principe et c'est comme ça que ça se passe dans toute l'université. Maintenant, chaque encadreur, de façon personnelle, là, a ses propres exigences qu'il applique donc, pour ce qui est des étudiants sous sa direction. Voilà. Est-ce qu'à ce jour, vous avez une idée de combien de thèses et combien de mémoires vous avez encadré jusqu'à la soutenance? C'est ça. Bon, pour les mémoires, là, je ne peux pas je ne mets pas... Il faut peut-être à tête reposée que je fasse le point. Et voilà, oui, les thèses, oui, ça c'est facile parce que je suis passé maître de conférence en 2019, donc c'est plus facile. Et là, ceux que j'ai encadrés jusqu'à la soutenance, le premier, je crois, c'est l'Ivoirien dont j'ai fait cas tout à l'heure, Douiv, ensuite il y a Guibula Salif, Kouma Bernardin, bon, Ouattara Lassina, Sommet Nestor, et Ouedraogo Salifou. Et je crois, le dernier en date, oui, je pense que ce sont ces thèses-là que j'ai encadrées jusqu'à la soutenance. Si ma mémoire est bonne, entre 5 et 6. Oui, mais 5 et 6, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais bon, comparé à d'autres aînés qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Bon, moi, je suis encore un nain. Et c'est en toute humilité que je le dis. Parce que, bon, mon directeur ou co-directeur de thèse, le professeur Youssou Ouedraogo, je ne sais même pas si lui peut dire exactement le nombre de mémoires qu'il a encadré, parce que ça fait beaucoup. Et le nombre de thèses aussi, je pense qu'il doit avoir encadré au moins une vingtaine, parce que lui-même, ces étudiants qui sont aujourd'hui des enseignants, chercheurs dans les universités publiques du Burkina, ils valent la dizaine.
Donc, bon, il ne faut pas penser que bon, les 5 ou 6 tels que j'ai encadrés, c'est déjà très volumineux. Oui, ce n'est pas rien, mais il faut toujours se dire, je peux encore faire mieux. Oui. Voilà. Alors, professeur Traoré, aujourd'hui, quels sont vos conseils à l'endroit des étudiants qui veulent donc entamer la carrière d'enseignant-chercheur à l'université? Oui, mon conseil, c'est, comme je le disais, ça revient encore à mon mot introductif, sur le travail continu à charge. Il faut bosser, comme on le dit vulgairement, il faut étudier, il faut beaucoup lire, il faut chercher à être très brillant. Sinon, même si vous entrez dans la profession d'enseignant-chercheur, il y aura à un moment donné un mal-être parce que, bon, les soupçons ou le sentiment même d'incompétence, voilà, que vous-même vous ressentez à l'endroit de votre personne, va tout le temps donc vous tarauder, sans oublier ce que les étudiants eux-mêmes, qui ne sont pas des enfants, vont dire de vous. Les étudiants connaissent les enseignants très brillants et les enseignants qui le sont en apparence. Et il y a aussi les collègues, les pairs aussi ont un regard sur vous. Ça, c'est ça, tenir compte du grade, parce que le grade, finalement, c'est juste, je pense, une formalité. Une fois qu'on est dans le domaine, on peut aujourd'hui, avec l'Internet, c'est très facile de monter jusqu'au grade de professeur titulaire. Mais cela ne suffit pas. Et donc, dans l'exercice de votre profession d'enseignant-chercheur, à commencer par vous, vous devez avoir le sentiment d'être quelqu'un de performant, de très brillant dans votre domaine, et qui sont aussi appréciés aussi bien par les étudiants que par les collègues. Voilà. C'est important. Ouais, ouais. Sinon, après, vous allez vivre comme une sorte d'ermite, parce que vous ne voulez pas toujours vous mettre du côté des autres qui pensent que, bon, qui vous regardent avec un air, un petit mépris, parce qu'ils pensent que vous n'êtes pas à la hauteur des tâches qu'on vous confie. Okay. Et je ne sais plus c'est à quelle réunion on me faisait croire qu'il y a de plus en plus, on a des étudiants, des jeunes enseignants qui sont recrutés et qui sont parfois incapables d'assurer, en tout cas les enseignants qu'on leur confie. Il a été soulevé le cas d'un jeune collègue comme ça. On était obligé de trouver, de manœuvrer pour trouver quelqu'un d'autre pour faire les enseignants pour lesquels il a été recruté, à lui confier d'autres types d'enseignements. C'est pas facile. Hein? Ouais, c'est pas facile. Comme quoi, le brigandage, ce n'est pas seulement dans les autres corps de métier, ça existe aussi. Voilà, dans cet univers qu'on appelle le temple du savoir. Hein. Et pour le département de lettres modernes, précisément, est-ce qu'il y a peut-être des urgences, des difficultés qu'il faudrait résoudre dans l'immédiat? Bon, c'est vrai, le département de lettres modernes, c'est l'un des plus anciens de l'université Joseph Kizerbo. Et les problèmes, ça ne manque pas. Hein. Et il y a comme aujourd'hui une sorte de crise des lettres. Et cela peut-être peut s'expliquer aussi par le fait que bon, c'est l'une des filières quasiment où on oriente, pas orienté, mais où on jette le trop-plein. C'est mon sentiment, où on jette le trop-plein d'étudiants qui ne peuvent pas réussir ailleurs. Et on croit à la limite que l'aide moderne, c'est une filière où il faut venir quand je n'ai pas les capacités scientifiques d'aller faire, par exemple, des mathématiques, donc de la chimie, de la médecine, etc. Et donc, cela poursuit nos étudiants. Ils viennent en croire que bon, c'est une filière facile. Et quand ils ont affaire à des enseignants comme moi, ils pensent que ben, je suis contre leur réussite. Parce que bon, vous ne pouvez pas aussi produire, rédiger un devoir, voilà, à la moindre phrase, il y a une incorrection grammaticale, vous voulez qu'on vous évalue comment? Puisque vos compétences là, c'est la maîtrise de la langue, c'est la connaissance des œuvres littéraires. Et si vous arrivez en 3e année sans avoir lu une seule œuvre littéraire, sans être en mesure de produire un paragraphe qui soit exempt de la moindre incorrection, sur quelle base vous voulez qu'on vous juge, qu'on vous note? Bon, je pense que ce sont ces incompréhensions qui existent parfois entre moi et puis bon, certains étudiants. Mais pour ceux-là qui s'adonnent à la tâche, eux, ils comprennent le principe, ils n'ont pas de problème. Hein. Que ce soit des étudiants que j'ai encadrés en master comme en thèse, et dont certains aujourd'hui sont dans différents secteurs d'activité comme des journalistes, des enseignants, des professeurs d'université, et ils n'ont pas de problème avec moi en tout cas. Dans le conseil que je leur donne là, c'est ça. Donc les problèmes qu'on vit au département de l'aide moderne,
Ce sont des problèmes qu'on retrouve du reste dans une certaine mesure. Dans Effectif retard. Oui. Effectif retard. Oui, encore que l'aide moderne, c'est l'une des filières qu'on retrouve un peu partout, hein, dans notre pays, dans le public. Voilà, c'est pas comme les filières comme, anglais, qui, je soupçonne peut-être les autorités de trouver que la filière d'études anglophones coûte cher en raison peut-être du bain linguistique. C'est ce qui fait que, bon, au moment où on a l'aide moderne à Joseph Kizerbo, à l'université virtuelle, à Nazi Boni à Bobo, à Norbert Zongo à Koudou, à Fada, à Waiguya, à Banfora, à Dori, et bien que anglais, on ne retrouve pas anglais ailleurs, d'autres, peut-être à Waiguya si ma mémoire est bonne, alors que la demande là-bas est forte. Sans oublier aussi les filières scientifiques. Merci à vous d'être passé, professeur. Je rappelle que nous recevions comme invité le professeur Sidiki Traoré. Il est professeur titulaire de grammaire et stylistique française à l'université Joseph Kizerbo. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. De retour sur ce plateau, merci à vous de votre attention. Et pour la suite de cette émission, nous allons vous inviter à découvrir encore plus les forgerons du Burkina. Je rappelle que cette semaine, on va vous parler des forgerons du Burkina. Donc, cette caste des forgerons-là. Et qui de mieux pour nous parler des forgerons qu'un forgeron né et initié, quelqu'un aussi qui pratique la forge aujourd'hui. Il est par ailleurs conteur professionnel. Il s'agit de KPG, que je vous invite à écouter. Avec la parole, on te prononce une parole et cette personne meurt sur le champ. On te dit une parole et cette personne pique une diarrhée alors que la personne n'a pas mangé. On te donne une parole et la personne s'évanouit. Donc, c'est-à-dire la force de la parole, c'est la maîtrise de cette parole-là qui permet, du feu de cette parole-là, qui permet aux forgerons de pouvoir, en tout cas, rétablir le lien par des procédés et par la technique qu'il a, réservée à la famille. Et ce n'est pas tous les forgerons aussi qui le font. Hein. Ce n'est pas tous les forgerons qui savent séparer, alors intervenir en cas de problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des forgerons qui ne sont pas initiés. Il y a des forgerons qui sont initiés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le fer de la forge n'est plus au niveau de la forge. Le fer est allé maintenant dans les industries. Donc du coup, aujourd'hui, le forgeron a toujours gardé le côté philosophique et scientifique et symbolique même des choses, ça existe toujours. Mais comme nous sommes dans une société qui ne reconnaît pas souvent les valeurs traditionnelles, donc la forge aussi est là et la forge attend. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'évolution du monde doit à la forge, parce que c'est la forge qui était au centre de toutes les innovations et toutes les inspirations, les créations, etc. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a ce qu'on appelle la hache de la foudre qui est là, qu'il faut déterrer pour établir l'harmonie. Soit on déterre la hache de la foudre pour établir l'harmonie, soit on éteint la force de la hache de la foudre et on n'a pas forcément besoin de l'éteindre. Il y a des forgerons qui sont capables de le faire, il y a d'autres qui viennent directement, qui déterrent la hache de la foudre. Et je vais quand même vous présenter cette hache-là qui est ici. Vous voyez? Et les haches, il y en a deux, il y a féminin et masculin. Donc du coup, ici, nous avons cette hache-là qui est ici, que je peux vous présenter. Donc c'est ça qu'on appelle la hache de la foudre. En moré, on appelle ça salari. Chaque fois, quand il y a la foudre qui tombe, il y a toujours la hache de la foudre qui est quelque part. Et il y a certaines personnes qui sont initiées, je rappelle, qui sont capables de pouvoir déterrer cette hache de la foudre. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de séparer la foudre. Soit, lorsque vous finissez de séparer la tension qui existe entre les protagonistes, vous revenez, vous déterrez la hache de la foudre pour dire que c'est fini. Ou alors, vous éteignez la puissance de cette hache de la foudre là pour que, en fait, chaque fois quand il y a la foudre qui veut même descendre là-bas, c'est fini. Il arrive aussi par moment que lorsque la foudre tombe sur quelque chose, la foudre encercle par le feu de la foudre. Et quand c'est ça, la foudre peut encercler la maison ou peut encercler l'individu ou alors n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord éteindre ces feux-là avant d'atterrir, avant de pouvoir accéder. Et lorsque la foudre tombe par exemple sur cet arbre-là ou bien sur un individu, on arrive et il faut séparer, il faut couper le feu en 3 parties. Une fois qu'on coupe le feu en 3 parties, en ce moment, on prend une porte et puis on entre pour pouvoir faire sortir les éléments qui sont à l'intérieur du cercle que la foudre a
emprisonné. Donc maintenant, il y a aussi, lorsque ça tombe sur un arbre, la plupart du temps, on dit que cette fois-ci, tout le village doit utiliser ce feu-là pour préparer. Vous voyez, s'il s'agit d'un arbre ou s'il s'agit des choses. Et par exemple, quand la foudre tombe sur un arbre, par exemple, dans la société, tant que le forgeron ne met pas sa main, personne ne peut mettre sa main. Donc vous voyez, il y a tellement je résume un peu parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut raconter, mais voilà. Et c'est ça. Au-delà de séparer ces choses-là, qui sont physiques, il y a aussi au niveau de la société, quand il y a conflit, que ce soit au niveau familial, au niveau village, au niveau du royaume, lorsque on a épuisé toutes les voies de recours, de réconciliation, c'est là qu'on fait appel au forgeron et que le forgeron arrive et à travers ça, son marteau, qui n'est pas un marteau qui condamne, mais un marteau qui réconcilie, un marteau qui tisse les liens, avec ce marteau-là, il arrive à apaiser les tensions. Tout tournait autour de la création de l'activité de la forge. Et à chaque fois que le forgeron fabrique un élément, ça change même la façon, le comportement de l'univers. Et donc du coup, en plus, le fait de maîtriser le feu, c'est-à-dire que chaque fois que tu maîtrises le feu, chaque fois que tu fais sortir quelqu'un qui arrive à rentrer dans le feu et sortir du feu, c'est-à-dire qu'il acquiert du pouvoir, il maîtrise des choses, des éléments, le mystère de la nature. Or, le monde est mystérieux. Ce qui fait la force du monde, c'est son mystère. Et si le mystère du monde disparaît, ça veut dire que le monde ne fait plus peur. Et le forgeron est en même temps celui qui est craint et aimé à la fois, à l'image du masque. Lorsque le masque sort, tout le monde aime, il regarde, mais lorsque le masque s'approche de la personne, les gens fuient. Donc c'est à peu près cette image-là. De retour sur ce plateau et c'est juste le temps de se dire au revoir. Merci à vous d'avoir suivi Bonjour le Faso de ce matin et toutes nos excuses encore pour cette voix enrouillée. On se retrouvera Inch'Allah demain pour d'autres aventures. Portez-vous bien et que